Hello and welcome to another episode of India and Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous souhaitez nous soutenir davantage, pensez à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou simplement à faire un petit don via le lien dans la description ci-dessous. Dans tous les cas, regardez l'émission, mettez un like, partagez et commentez. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invitée, Tings Chak. Tings est chercheuse à l'Institut tricontinental de recherche sociale, co-rédactrice de l'édition internationale de Wenhua Zongheng, une revue de pensée chinoise contemporaine, et elle prépare actuellement son doctorat à l'université Tsinghua à Pékin. Tings, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Thanks, welcome back to India and Global Left. Merci de m'accueillir à nouveau. C'est un plaisir d'être ici. The latest edition of La dernière édition de Wenhua Zongheng examine ce que vous appelez la transition écologique de la Chine. Pouvez-vous nous parler un peu de Wenhua Zongheng et expliquer pourquoi vous avez qualifié cela de transition écologique de la Chine? China's ecological transition. Bien sûr. Donc, le journal que nous avons lancé, du moins la version internationale de ce journal, a débuté au début de 2023 en collaboration avec le journal chinois du même nom, qui depuis une quinzaine d'années s'efforce vraiment de stimuler le débat parmi la large gauche intellectuelle en Chine. Cela s'est produit à la fin des années 2000, après une période où il y avait une sorte de diminution de ces débats à gauche à l'intérieur de la Chine. Et donc, cet espace a été très important pour rassembler ces voix issues d'un large éventail, je dirais. Ainsi, en 2023, dans le cadre de Tricontinental, ainsi que d'un projet Dongsheng que j'ai aidé à coordonner, nous nous sommes réunis pour réaliser une version de cette revue à destination des publics internationaux en anglais, espagnol et portugais. Le constat à l'époque était qu'il existait beaucoup d'analyses et d'opinions différentes sur le développement de la Chine, sur la manière dont la Chine perçoit le monde, le small, sur la façon dont la Chine s'engage dans le monde, mais qu'il nous manquait vraiment un espace où nous pouvions interagir avec les débats et les réflexions de ces penseurs clés à l'intérieur de la Chine. Je pense qu'il y a parfois beaucoup de mythes selon lesquels, en Chine, il n'y aurait pas de débat, pas de discussion, qu'il y aurait de la censure et une sorte de semi-autoritarisme, comme on l'appelle. Mais ce n'est pas tout à fait la réalité. Nous avons donc pensé que nous pouvions créer un pont en sélectionnant des articles et en publiant 2 fois par an. Au départ, nous avions prévu de publier 4 fois par an, mais nous avons été trop ambitieux au début. Et nous avons donc décidé de choisir des articles spécifiquement pour notre public du Sud global. Le dialogue avec les réalités du Sud global vise à expliquer un peu la Chine, ses défis et ses avancées, mais aussi son engagement avec le monde. C'est donc notre 6e numéro. Nous savons que la question de l'environnement n'est pas seulement une question chinoise. Évidemment, c'est une question pour l'humanité. Mais une chose que nous avons remarquée, c'est que je suis ici à Pékin, en train de regarder un ciel d'un bleu éclatant. Il n'y a pas un nuage. Et je pense que ce n'est peut-être pas l'image que beaucoup de gens ont de Pékin, en se souvenant qu'il y a seulement quelques années, les gros titres qui dominaient le monde à propos de la Chine et de Pékin concernaient vraiment la crise de la pollution de l'air. On avait même surnommé cela l'airpocalypse à l'époque. On voyait ces images de Pékin en particulier, même où des enfants se promenaient avec des masques de protection et où la ligne d'horizon était d'un gris morne. Cela était perçu comme le résultat d'une forte croissance industrielle et d'un manque de lois environnementales. Simplement, le côté inévitablement laid du soi-disant miracle économique chinois et que c'était en quelque sorte inévitable, que c'était le prix environnemental à payer. Je pense que beaucoup de gens voient encore la Chine de cette façon. Mais si vous vivez ici, surtout ces dernières années, vous voyez quelque chose de bien plus dynamique se produire.
something much more dynamic that's happening. That's why we wanted to focus this. C'est pourquoi nous avons voulu consacrer ce numéro, en tant qu'équipe éditoriale, à ce que nous appelons la transition écologique de la Chine. Il s'agit véritablement d'un état de transition, comme c'est toujours le cas, dans le cadre de cette sorte d'expérience socialiste. Mais nous souhaitons nous concentrer sur 3 axes qui examinent comment la réalité, le véritable coût, le coût environnemental, de la croissance économique rapide de la Chine est perçue et prise en compte. Comment cette situation est-elle également réparée en termes de restauration des zones les plus vulnérables? Et enfin, comment envisageons-nous cette transition vers une nouvelle économie fondée sur les énergies renouvelables? De nouvelles énergies dans lesquelles la Chine a réellement pris un rôle de leader ces dernières années. Nous pourrons en parler un peu plus en détail, mais c'était là l'essentiel de notre perspective éditoriale et la raison pour laquelle nous avons proposé cette version internationale de Wenhua Zonggeng. This international version of Wenhua Zonghang. I want to start with your article. Je voudrais commencer par votre article. Il portait sur, pardonnez ma prononciation, le lac Ehai, c'est bien ça? Très bien. Je pense que c'est un bon point de départ de vous demander de présenter quel était l'état du lac avant les programmes de restauration que vous avez décrits en détail. D'une certaine manière, cela résultait de la croissance que la Chine a connue dans les années 80 et 90. Pouvez-vous donc expliquer un peu quel type de croissance économique a conduit à quel type de pollution dans cet écosystème, avant même d'aborder le programme de restauration? Cela nous permettra de mieux comprendre la nature, l'ampleur et l'étendue des programmes de restauration. Oui, je pense que c'est un point de départ important. Je voudrais simplement souligner tout d'abord qu'il s'agit d'un article que j'ai coécrit avec Xiong Ji, qui est également chercheur au Tricontinental. Au cours des dernières années, nous avons eu l'occasion de visiter cette région autour du lac Ehai, qui se trouve dans la province du Yunnan, au sud de la Chine. Peut-être pour donner un peu de contexte sur l'endroit où nous nous trouvons en Chine. Le lac Ehai est un immense lac. C'est en fait le 7e plus grand lac d'eau douce de Chine, donc il est vraiment vaste et important, notamment comme source de vie pour la région, mais aussi historiquement significatif pour les populations locales. Et cela se trouve dans la préfecture de Dali, qui est une préfecture de la province du Yunnan. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Dali a une longue histoire, car le Yunnan est la province de Chine la plus diversifiée sur le plan ethnique. Rappelant que la Chine compte 56 groupes ethniques, les Han étant de loin majoritaires, mais il existe aussi 55 autres groupes ethniques. Dans cette région, et dans la préfecture de Dali, plus de la moitié de la population appartient en fait à des groupes ethniques minoritaires, les Ba étant le groupe le plus important. Ainsi, cette ville fut une ancienne capitale et possède une histoire très longue. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je veux simplement souligner les spécificités de la région. C'est une région vraiment magnifique, remplie de montagnes. Et donc, en gros, surtout dans les décennies qui ont suivi les réformes, nous avons vu ce lac de plus en plus dévasté par la pollution, liée bien sûr au développement économique rapide de l'époque. Cet article examine les 3 principales sources de cette dévastation. L'une d'elles provient, comme dans de nombreux pays du Sud global, de l'arrivée des engrais et des pesticides pendant la soi-disant révolution verte. L'agriculture industrielle est également arrivée en Chine. En conséquence, beaucoup de ces pesticides et engrais ont commencé à s'écouler dans le lac. Je vais en parler un peu plus en détail. Cela s'accompagnait également de méthodes traditionnelles de pâturage, des centaines d'années de pâturage bovin, mais il y avait aussi des aspects où le ruissellement issu de l'élevage causait des problèmes, comme l'eutrophisation de l'eau.
Tout cela a été aggravé par une urbanisation rapide autour du lac, un tourisme en plein essor et d'autres facteurs, ce qui a rendu le plan d'eau impropre au contact humain. C'est ainsi qu'il a été classé et il a ensuite perdu une grande partie de sa biodiversité et s'est retrouvé dans un état très très précaire. Voilà. En gros, le contexte et l'explication de la façon dont il est devenu aussi pollué. Expliquez-nous quand et comment les programmes de restauration ont commencé. Parlez également de la remise en question par le Parti communiste chinois de sa stratégie de développement lorsque l'écologie est entrée dans l'équation du développement social. De quelle manière la gouvernance socialiste parvient-elle à concilier la promotion de la croissance et la protection de l'environnement? Absolument. Je veux dire, déjà dans les années 90, on voyait qu'il y avait d'énormes problèmes. Les proliférations d'algues devenaient abondantes. Donc, les premières mesures ont vraiment été prises à cette époque, déjà à la fin des années 90. Certaines mesures pour interdire, par exemple, les bateaux de pêche motorisés ou certains types de polluants. Tout ce qui contenait beaucoup de phosphore a été interdit à l'utilisation et à la vente dans la région. Il y a également eu des efforts pour restaurer certaines zones en habitat naturel. Mais ces mesures ont eu un succès limité, car globalement, elles n'ont pas permis de réduire la pollution et ont aussi entraîné un certain ralentissement économique dans la région, puisque de nombreuses personnes dépendaient de la pêche et d'autres activités connexes pour leur subsistance. Je dirais qu'au début des années 2000, et il ne s'agit pas seulement de la période où l'on s'intéresse spécifiquement à Ahai, mais bien du pays dans son ensemble. À cette époque, Pan Yue, qui venait d'entrer en fonction en tant que vice-ministre du ministère de la Protection de l'Environnement, c'était les tout débuts de cet organisme politique. Juste pour vous situer, Pan Yue est aujourd'hui le chef actuel de la Commission nationale des affaires ethniques. Mais à l'époque, il y a 20 ans, il était l'un des plus jeunes vice-ministres. Il a complètement transformé la manière dont le pays abordait les études d'impact environnemental. Il était considéré comme intransigeant envers les crimes environnementaux, dans le sens où il a arrêté des dizaines de projets totalisant des centaines de milliards de yuan, infligé d'énormes amendes aux contrevenants et véritablement transformé la manière dont la protection de l'environnement était menée. L'une des choses qu'il examinait déjà à l'époque était de dire que notre modèle actuel de développement économique n'est pas durable. Il a affirmé cela à la fin des années 2000. Il a également déclaré, de façon intéressante, que ce n'est pas seulement insoutenable, mais que la pollution environnementale avait, selon ses propres termes, gravement freiné notre croissance économique. Il remettait donc déjà en question l'idée selon laquelle la protection de l'environnement serait incompatible avec la croissance économique. Et en fait, en considérant le fait que sur le long terme, protéger l'environnement naturel est absolument nécessaire pour toute forme de croissance économique, et aussi pour traiter ce qu'il appelait l'injustice sociale, vous savez, qui est liée à l'injustice environnementale. Donc, toutes ces choses, en termes de la façon dont elles pourraient aussi provoquer une sorte de cercle vicieux, où des questions sociales commencent à émerger lorsque nous ne traitons pas les questions environnementales, j'ai trouvé cela assez intéressant. Il associait ces éléments. Dans ce contexte, nous voyons également un nouvel ensemble de politiques mises en place à Ahai. Et ce n'était pas seulement, vous savez, on peut beaucoup parler de la façon dont ce type de politique se répercute jusqu'au niveau décentralisé, à la base. Mais cette fois, d'importants scientifiques ont commencé à venir à Ahai pour étudier ce qui s'y passait, examiner les véritables sources de pollution et commencer à présenter leurs conclusions et rapports.
plus précisément, un scientifique nommé Kong Hainan, qui avait étudié au Japon et était revenu, ainsi que son équipe, ont présenté un rapport à ce sujet, qui a ensuite été porté au niveau national. Le Conseil d'État, en fait l'un des plus hauts organes du pays, a décidé qu'un programme national de contrôle et de traitement de la pollution de l'eau était nécessaire pour Ahai. Cela a commencé à la fin des années 2000. Cela a permis de mobiliser tout un ensemble de ressources gouvernementales, scientifiques et locales, afin d'élaborer concrètement des plans et des mesures au niveau local et de traiter ce problème de manière beaucoup plus coordonnée, plutôt que par les mesures fragmentaires qui avaient été prises dans les années 90. Nous pouvons entrer un peu plus dans les détails, peut-être, selon l'intérêt de vos auditeurs. Je pense qu'une question qui s'inscrit bien ici et qui vous permettra également de développer davantage le fil que vous poursuivez, c'est que très souvent, il existe cette image, qu'il s'agisse d'un projet développementaliste de protection de l'environnement ou de reforestation, etc. En Chine, il y a cette idée que tout est imposé d'en haut, de manière très autoritaire. Mais ce que j'ai apprécié dans votre article, c'est que vous montrez comment, au-delà de l'implication de hauts responsables du parti et de scientifiques issus des grandes universités, il y a aussi des habitants locaux, des agriculteurs et des entrepreneurs qui ont été intégrés à ce processus consultatif. Que l'on qualifie cela de démocratique ou non, il existe indéniablement un processus plus substantiel et participatif à travers lequel les mesures de protection de l'environnement ont été mises en œuvre. Pouvez-vous expliquer un peu comment le parti mobilise concrètement ses efforts collectifs pour atteindre ses objectifs développementalistes, mais aussi, en l'occurrence, ses objectifs écologiques? Non, je pense que c'est justement au cœur de la raison pour laquelle nous avons voulu écrire cet article. Parce que nous étions vraiment fascinés en allant là-bas de voir ce type de mobilisation et de participation de masse. Et c'était nécessaire. Ce n'était pas simplement « rendons cela plus démocratique » pour certaines personnes. Bien sûr, cela en fait partie, mais c'est aussi indispensable pour atteindre ces objectifs. Il n'est pas possible, en tant que mesure descendante, de dire « d'accord, désormais, le gouvernement central affirme que l'environnement est important et maintenant tout le monde doit s'activer pour que cela se réalise ». Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Il y a beaucoup de coordination entre différents acteurs. Et l'une des choses, je vais donner un exemple à propos de Kong Hainan, ce scientifique d'une université de Shanghai. Et il a dirigé l'équipe avec différentes unités, mais quand on va sur le terrain et qu'on commence à étudier, on se rend compte qu'un des produits agricoles de base est l'ail, et qu'ils ont une variété très spécifique appelée ail à bulbe unique, qui était la plus polluante. Alors, on élabore une politique et on dit d'accord, suggérons que dans un rayon de 200 mètres du rivage, on ne puisse pas planter cette variété à cause du ruissellement immédiat. Mais ensuite, il faut reconnaître que ce n'est pas suffisant. On ne peut pas simplement dire aux agriculteurs locaux « c'est désormais interdit ». Il faut en réalité proposer d'autres solutions possibles pour que les gens puissent continuer à générer des revenus et à produire. Il s'agit donc aussi de créer, par exemple, d'autres variétés de cultures, principalement des fruits et d'autres plantes, qui sont plus respectueuses de l'environnement et adaptées à la région, puis d'encourager les habitants locaux à commencer à planter de cette manière. Mais bien sûr, il y aura de la résistance. Les gens ont fait les choses d'une certaine façon pendant longtemps. En général, les gens résistent au changement à moins de vraiment comprendre pourquoi. Ainsi, même des scientifiques comme Kong se sont déplacés. Et il n'était pas seulement là pour prendre des mesures et ensuite rédiger un joli rapport. Il allait frapper aux portes des maisons, discuter avec les paysans,
essayant à la fois d'éduquer et de s'instruire lui-même. C'est un échange. Comprendre pourquoi certaines méthodes de plantation sont utilisées, comment convaincre les gens et instaurer la confiance afin qu'il existe d'autres façons de planter. Je veux dire, c'est un travail de terrain, quotidien. Mais on peut voir que cela ne vient pas seulement des scientifiques ou des dirigeants du parti. Toutes sortes de personnes étaient impliquées. Et c'était intéressant, vous savez, parce que, évidemment, les responsables locaux du parti ont un rôle important à jouer en matière de leadership, n'est-ce pas? Donc il disait aussi, commencez par votre propre famille. Commencez par les entreprises que vous connaissez et essayez de les convaincre d'assumer des rôles de leadership, de montrer l'exemple. Et on voyait cela dans tous les secteurs. Et il a fallu du temps pour construire ce type de consensus. Je voudrais simplement mentionner un autre exemple de la façon dont, par exemple, les entreprises doivent être intégrées à ce processus. Vous savez, il ne suffit pas de dire « OK, maintenant le gouvernement central va intervenir et investir pour résoudre ce problème ». Ce n'est pas possible. Ce n'est pas non plus un mécanisme durable et ce n'est pas ainsi que fonctionne le gouvernement. Donc, pour l'un des aspects, il y avait une autre équipe d'une autre université qui a dit « D'accord, l'élevage laitier est un problème majeur. Quel est le problème? Parce que les vaches, évidemment, font leurs besoins, elles produisent des excréments en excès. Et tout cela finit dans l'eau, sans aucun traitement. Ils ont donc réussi à convaincre des entreprises locales de construire des usines et de commencer à transformer cela en engrais organiques, qui sont également bénéfiques pour la production. Ainsi, le gouvernement peut intervenir et subventionner en disant « D'accord, si vous achetez auprès des agriculteurs locaux, alors nous vous subventionnerons pour la collecte de ces excréments et leur transformation en engrais. » Dans ce cas, ces entreprises ont désormais un certain intérêt à le faire. Elles ont mis en place des centres de collecte dans chaque village autour de Dali, près du lac Ehi. Et en retour, non seulement de l'engrais est produit pour tous les agriculteurs locaux, mais il est également vendu à travers tout le pays et dans une certaine mesure exporté. Nous devons donc trouver des avantages à la fois pour les entreprises et pour les agriculteurs, afin qu'ils puissent maintenir leurs moyens de subsistance et générer des revenus. Donc, je pense qu'on peut, d'une certaine manière, voir comment cette orientation politique nationale, qu'elle vienne directement du président Xi Jinping, qui s'est beaucoup préoccupé de l'environnement, ou de personnes comme Pan Yue, se répercute jusqu'au niveau où des scientifiques et des universités contribuent à élaborer des solutions fondées sur la science. Puis où la capacité à mobiliser divers secteurs sur le terrain permet de concrétiser ces solutions dans la pratique. Ainsi, je trouve qu'ERAI était un exemple très intéressant pour illustrer et démontrer ce fonctionnement. Je me demandais si vous pouviez nous parler un peu de l'histoire de Ha Li-cheng. Désolé, ma prononciation n'est peut-être pas correcte. D'accord, donc oui, vous avez dit que Pan Yue a joué un rôle déterminant en défendant l'idée que la durabilité écologique n'est pas forcément incompatible avec la croissance et le développement, du moins à long terme. Et j'ai eu l'impression que la longue histoire que vous racontez à propos de Ha Li-cheng nous montre comment, finalement, après un parcours tortueux, il a réussi à bien gagner sa vie. Pouvez-vous raconter cette histoire? Oui, je veux dire, c'est vraiment un leader local remarquable. C'est un habitant du coin qui, au cours de ce processus, s'est vraiment imposé comme un leader local, tu vois. Il vient d'un milieu paysan typique, d'une famille d'agriculteurs. Il a grandi au bord du lac. Il raconte des histoires sur la façon dont, dans les années 70 et 80, il y avait un certain type de plantes qui poussaient dans le lac, et il les ramassait
les cuisinait et les mangeait. C'est une spécialité locale. Il a aussi été témoin de la transformation du lac en un véritable étang toxique. Sa vie est donc complètement liée au haut et au bas, littéralement, du lac, y compris tous les moments difficiles. Au départ, il était pisciculteur, pêcheur. Il a grandi avec cela comme source de revenus pour lui et sa famille. Mais comme je l'ai mentionné, souvenez-vous que dans les années 90, il y avait déjà des premières mesures qui consistaient à interdire la pêche motorisée et certains types d'aquaculture. Il faisait donc partie de ces personnes, comme beaucoup d'autres, qui ont il a fini par vendre son bateau à moteur à la ferraille. Il ne pouvait plus travailler dans ce domaine. Ainsi, dans les années 90, il a aussi fait partie des nombreux habitants qui sont partis travailler dans une autre ville, comme un travailleur migrant. Comme vous le savez, c'est un grand enjeu en Chine. 300 millions de personnes en Chine sont des travailleurs migrants qui vont travailler dans d'autres villes et régions. Il était donc l'un d'eux. Puis, à un moment donné, dans les années 2000, il est revenu et a décidé d'ouvrir une maison d'hôtes. Parce qu'à cette époque, le gouvernement avait lancé un projet appelé le projet Village à Village, qui reliait tous ces villages par des routes et des infrastructures. Et c'est ainsi que cela a permis d'ouvrir une maison d'hôtes, car désormais, les gens pouvaient s'y rendre plus facilement et le tourisme commençait à prospérer. Mais ensuite, au cours de ces 10 dernières années, de nouvelles politiques ont été mises en place, selon lesquelles, d'accord, dans cette région précise, cette zone tampon autour du lac, nous ne pouvons pas avoir d'activité économique, y compris, par exemple, les maisons d'hôtes qui rejettent leurs eaux usées. Imaginez, à mesure que leur nombre augmente, des centaines construites tout autour, c'est totalement insoutenable. Il a donc fait partie des personnes concernées et a dû en fait déménager dans une nouvelle communauté. Il y a eu des moyens de relocaliser les habitants pour restaurer certaines zones. Et puis finalement, il y a environ 3 ans, il a pu obtenir un terrain et commencer à participer à cette transition vers des méthodes agricoles plus écologiques. Il cultive principalement du riz et du colza sous la supervision de ces groupes de réhabilitation qui se sont formés au fil des années. Et à la fin de toute cette épreuve, il produit maintenant ce riz biologique. J'en ai d'ailleurs un peu en bas, qu'il nous a donné la dernière fois que nous lui avons rendu visite. Et il raconte cette histoire avec beaucoup de fierté. Vous savez, comme quelqu'un qui, je pense, a vraiment fait des sacrifices personnels, comme beaucoup d'autres ont dû le faire, pour préserver ce bien commun collectif qu'est le lac. Sans le lac, il n'y a aucune possibilité d'avenir économique pour qui que ce soit. Du moins, l'an dernier, la dernière fois que je l'ai vu, il était déjà en train de devenir membre candidat du PCC. C'est d'ailleurs quelque chose qui, je pense, à travers ce processus, lui a aussi permis d'acquérir une certaine confiance politique en lui-même en tant que leader, et aussi un intérêt à devenir plus officiellement un dirigeant du parti. Donc on verra. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis, mais ce n'est en bonne voie pour ce du PCC. Avez-vous rencontré quelqu'un lors de votre étude ou enquête qui était extrêmement critique à l'égard de certaines de ces politiques? Prenons par exemple les programmes de relocalisation. Vous avez expliqué que de nombreuses maisons avaient été déplacées vers d'autres endroits qui étaient apparemment moins sensibles sur le plan écologique. Je me demandais simplement si tout le monde était positif ou s'il y avait quelques voix dissidentes, si vous voulez. Je veux dire, chaque personne va avoir sa propre opinion sur la façon dont cela devrait se passer. Il y avait beaucoup de mécontentement. Il y avait beaucoup de choses que les gens ne voulaient pas faire. Les gens ne veulent pas déménager. Et ils sont sceptiques quant à savoir si s'ils déménagent, ils pourront retrouver le même niveau de revenus qu'avant. Toutes sortes de choses, n'est-ce pas?
Mais l'une des choses, je pense, c'est que pour pouvoir vraiment avoir cette nouvelle, on l'appelle la ville 1806, pour commémorer ces 1806 foyers qui ont déménagé, c'est la nouvelle ville. Cela signifie qu'il a fallu convaincre les gens. Certains, bien sûr, l'ont fait pour des raisons économiques, oui. Mais l'une des choses, c'est que si vous allez visiter la ville aujourd'hui, tous les habitants ont fini par déménager. Le logement et les conditions, c'est un endroit magnifique, vraiment magnifique pour vivre, vous savez. Et je pense que cela convainc aussi beaucoup de gens. Je ne parle pas de, vous savez, de demeures bourgeoises ou de choses comme ça, mais c'est un endroit très confortable pour vivre. Les maisons sont bien mieux équipées, la communauté est bien mieux équipée pour les personnes âgées et pour les jeunes. La qualité des logements est bien meilleure. Donc, de cette façon aussi, les gens constatent que leurs conditions de vie se sont améliorées. Aussi, le lac. Je pense que c'est un élément important qui convainc les gens avec le temps. C'est que le lac est maintenant potable. L'eau est potable maintenant. C'est quelque chose auquel je pense les gens participent d'une manière ou d'une autre. Même s'ils ne l'auraient peut-être pas fait il y a 20 ans, ou même il y a 5 ans. Mais ce sont des choses que, vous savez, on constate, ces améliorations collectives. J'avais donc entendu des gens qui avaient beaucoup de doutes. Je veux dire, même monsieur n'était pas... Vous savez, on raconte l'histoire après coup maintenant. Vous pouvez imaginer à quel point c'était difficile pendant le processus. Il fait donc partie de ces personnes qui avaient beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de... Vous voyez? Et il ne dit pas « Oh oui, j'ai soutenu chaque mesure du début à la fin, sans jamais avoir de doute, sans jamais avoir de point de vue différent. » Il fait clairement partie de ces personnes. Oui, je voulais te poser cette question, non pas parce que je m'attends à ce qu'un processus complexe comme la reconstruction d'un habitat écologique soit simple, mais simplement pour souligner le fait que la Chine possède tous ces processus contestés, démocratiques et consultatifs comme toute autre société. Et ce n'est pas quelque chose où, tu sais, des dictateurs du parti imposent simplement les choses d'en haut. Je voulais aussi te demander pourquoi tu utilises le terme civilisation écologique. Pour deux raisons en particulier. La civilisation est traditionnellement associée aux réalisations de la modernité, villes, bâtiments, monuments, tours. Alors comment cela s'accorde-t-il avec l'écologie? Et aussi dans le contexte chinois, qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'il existe une abondante littérature sur l'idée de civilisation en Chine. Beaucoup de gens disent qu'il s'agit d'une civilisation continue avec une longue tradition écrite, etc. Mais beaucoup de personnes sont également critiques à l'égard de cette idée de civilisation, affirmant qu'elle conduit à un nationalisme primaire, entre autres. Pourriez-vous donc développer un peu votre choix de l'expression ou de la catégorie civilisation écologique et ce qu'elle signifie spécifiquement dans le contexte chinois? Je veux dire, je pense que ces dernières années, nous avons entendu quelques nouveaux termes, comme civilisation écologique. Un autre, qui est assez difficile à traduire, même si cela sonne comme un poème, c'est montagne verte et eau claire. Vous savez, ce sont des termes très évocateurs. Venez-vous de citer le président Xi Jinping? Je veux dire, c'est un terme qu'il a inventé, mais il est désormais devenu une sorte de ligne directrice politique au plus haut niveau pour la gestion des politiques environnementales. Mais je pense que, d'une certaine manière, ces termes semblent assez évocateurs, mais ils peuvent aussi être assez abstraits et difficiles à comprendre en dehors d'un contexte chinois, ou même à l'intérieur d'un contexte chinois. Comment cela se concrétise-t-il sur le terrain? Il semble très accrocheur, je trouve. Je pense qu'ARA est, d'une certaine façon, un bon exemple.
Comment cela, comme nous en avons parlé plus tôt, comment cette vision politique oriente-t-elle une politique, puis devient-elle une campagne ou un programme concret sur le terrain? Ainsi, ces types d'idées de civilisation écologique, en particulier celle des montagnes vertes et eau claire, qui en est une autre, je pense qu'elles sont très liées, sont des concepts que Xi Jinping promeut depuis 20 ans, bien avant d'être président, lorsqu'il était encore secrétaire du parti de la province du Zhejiang, au sein du comité du parti du Zhejiang. Il promouvait donc déjà cette idée. Je pense, comme Payne le disait, que l'idée est que préserver ces montagnes vertes et ces eaux claires, préserver son environnement naturel, fait partie de la capacité à préserver une trajectoire de développement économique, et que l'environnement est la base de cette prospérité. Donc je pense que cela a été assez cohérent. Et d'une certaine manière, je pense que la civilisation est quelque chose que l'on continue sans cesse d'essayer de comprendre. D'après ma propre compréhension, cette idée d'un État-civilisation, entre autres, cherche à cultiver et à comprendre le processus de modernisation de la Chine, une modernisation socialiste, en lien avec une histoire et une culture plus longue. Je pense que ça fait simplement partie du processus par lequel, vous savez, le gouvernement s'est concentré sur le renforcement de la confiance culturelle. Je veux dire, une chose que nous savons venant de pays qui ont été colonisés ou opprimés ou autres, c'est que ce qui prend souvent le plus de retard par rapport au développement économique ou à la conquête de l'indépendance politique, c'est l'aspect culturel. Comment peut-on réellement défaire des centaines d'années de ce type d'oppression et construire une véritable confiance dans sa propre histoire, dans sa propre culture? Et je ne dis pas cela dans un sens étroit, chauvin ou nationaliste, mais plutôt dans l'idée que, en tant que peuple, un peuple multinational, multiculturel au sens large, nous sommes issus d'une longue histoire civilisationnelle. Mais je pense que concernant cette question environnementale, et cela a d'ailleurs été spécifiquement souligné lors du dernier congrès national du PCC qui a eu lieu il y a 2 ans, la Chine a vraiment mis en avant cette idée de ce qu'est le modèle chinois de la modernisation. Dans ce cadre, ils ont identifié 5 éléments clés. Je ne vais pas tous les énumérer, mais l'un d'eux était l'harmonie entre l'homme et la nature. C'est une condition nécessaire pour tout pays, en particulier la Chine, avec un territoire et une population aussi vastes, afin de poursuivre une voie de modernisation. Et je pense que c'est ce qui est assez intéressant ici. Observer, chercher, ce n'est pas encore défini. C'est la recherche d'une autre voie, d'une alternative au modèle de développement occidental. Car cela s'accompagne d'une critique très forte de ce qu'on appelle l'ancien chemin de la colonisation et du pillage qui a marqué le modèle de modernisation occidentale. Cela ne peut pas être une possibilité pour la Chine. Et cela ne devrait pas non plus l'être pour les autres pays du Sud global sous-développés, afin de sortir de cet état de sous-développement. Donc, à mon avis, ce qui est en jeu, c'est ce type de trajectoire de développement, mais aussi quelque chose qui prend en compte comment l'environnement, l'écologie, s'intègre-t-il dans ce processus. Nous savons que c'est absolument nécessaire. Cela a été appris au cours des 30 ou 40 dernières années. Bref, je pense que cette longue réponse détournée, c'est quelque chose qui est encore en train d'être testé et mis en pratique sur le terrain. Oui, je voudrais conclure en vous posant une question à laquelle vous avez en partie déjà répondu dans votre dernière intervention. Mais il y a tout de même beaucoup de discussions autour du Sud global et de la coopération Sud-Sud. Je me demandais comment l'expérience chinoise, et vous savez, l'apprentissage de l'équilibre entre croissance, développement et écologie, peut aider d'autres pays du Sud global, étant donné que les problèmes auxquels ils sont confrontés sont très similaires.
une pression démographique énorme sur les terres, des questions d'emploi qui sont cruciales pour la population, l'urbanisation, etc. Il s'agit aussi d'attirer le tourisme sans dégrader l'écologie. J'étais donc curieux de savoir si ce modèle s'est diffusé, s'il est devenu une sorte de modèle national pour la Chine, et s'il pourrait même aller plus loin, au-delà de la Chine. Et nos maves bevorten Sibwam Hiu, et de Dether Spevas sur leur écologie. Oui, c'est toujours, je pense, une question difficile à répondre précisément, parce que le modèle chinois ne peut vraiment pas être un modèle à copier-coller. Je ne pense pas que ce soit son objectif. Il faut aussi prendre en compte certaines conditions historiques. Avant tout, la Chine a connu une révolution, et à travers un processus de plusieurs décennies de profondes transformations sociales et économiques, y compris la réforme agraire. Le pays est dirigé par un parti communiste. C'est un pays immense, tant par son territoire que par sa population. Je pense que beaucoup des problèmes auxquels sont confrontés les pays du Sud global sont similaires et que beaucoup des défis sont les mêmes. Parfois, la manière de répondre à ces défis est vraiment propre aux conditions politiques et historiques de la Chine. Je n'essaie pas d'éluder la question, mais on ne peut tout simplement pas l'ignorer. Vous savez, quand on voit ce genre de campagne, je veux dire, nous avons parlé dans un épisode précédent de la campagne d'éradication de la pauvreté. Cela reprend aussi beaucoup de ces formes de mobilisation de masse dirigées par le parti et la façon dont elles résolvent certains de ces problèmes concrets, qu'il s'agisse de l'environnement, de la faim ou de la pauvreté. Je pense que, lié à la question précédente, ce qui est en jeu, c'est une certaine voie de développement viable. A viable development path. Nous a été imposé par des siècles de colonialisme et d'impérialisme. Et en même temps, il nous faut aussi développer nos forces productives, lutter contre la faim et la pauvreté, protéger la terre, l'eau et l'air. Cela semble être un mélange de choses pratiquement impossibles à concilier. Et parfois, je me sens vraiment rebuté par certains partisans de la décroissance, qui affirment que c'est une possibilité pour les pays du Sud global partant de ces conditions. Je veux dire, c'est facile à dire quand on est assis dans les sociétés déjà industrialisées et capitalistes avancées du Nord global. Mais comment peut-on affirmer cela du point de vue des pays du Sud global? C'est pas possible, n'est-ce pas? Et il n'est pas non plus possible de simplement dire « D'accord, nous allons suivre cette voie de modernisation occidentale. » Nous avons essayé et cela n'a pas porté ses fruits. Et je pense que c'est un moment où de nombreux pays du Sud global prennent réellement conscience et se disent « Hey, on nous a vendu un mauvais marché, vous savez, et nous n'allons pas tous commencer à coloniser, occuper et créer des guerres, simplement pour obtenir les ressources dont nous avons besoin pour enrichir nos propres sociétés. » Quoi qu'il en soit, je pense que ce qui peut être fait, c'est que la Chine a certainement accompli certaines choses et a commis beaucoup d'erreurs. J'espère que même le but d'écrire cet article ou de produire collectivement cette revue, c'est au moins de pouvoir offrir des passerelles, d'apprendre de certaines de ces leçons pour d'autres pays du Sud global et de voir ce qui pourrait être appliqué dans les réalités concrètes des peuples qui connaissent le mieux leur propre situation. J'espère ne pas avoir été trop évasif, mais c'est là le but et l'espoir plus large pour le Sud global. C'est tout à fait juste. J'ai l'intuition qu'une grande partie du succès spectaculaire de la Chine en matière d'écologie et d'environnement, qu'il s'agisse des vélos en libre-service dans les villes, des progrès réalisés avec les véhicules électriques, des programmes de reforestation, ainsi que de la restauration écologique et de la biodiversité que nous avons observées, est étroitement lié à la réussite économique de la Chine.
Mais je pense aussi qu'une grande part de ce succès tient au système politique chinois. Il existe une volonté collective. Ce sont des enjeux qui comptent pour la société. Il y a des opportunités et différents éléments à équilibrer en ce qui concerne le dividende social, et aussi l'utilisation des leviers d'un État parti pour mobiliser la population et construire ce consensus. Ting Chak, ce fut un plaisir de vous recevoir et merci d'avoir participé. Thanks so much for having me and look forward to our next conversation. Merci beaucoup de m'avoir invité et j'ai hâte de notre prochaine conversation. Ah, je voudrais juste ajouter une chose. Pour ceux de vos auditeurs qui souhaitent le lire, vous pouvez le consulter en ligne. Et puisque vous avez évoqué les véhicules électriques, il y a un article fascinant sur le développement de l'industrie des véhicules électriques, comment elle est née, en quoi elle diffère du moteur à combustion et comment elle s'est implantée en Chine. Et puis il y en a un autre qui est plus, disons, qui pose une série de questions avant tout. Comment la Chine peut-elle vraiment se désintoxiquer d'un certain modèle industriel de production agricole pour aller vers quelque chose de plus écologique? Donc je pense que cela met en avant certains succès d'une certaine manière. Avec le... Vous voudrez lire et aussi nous faire savoir ce que... You want to read it and also let us know what you... Je vais essayer de contacter certains de ces auteurs et tenter de les inviter ici pour discuter de leurs articles. Encore une fois, merci et j'espère vous revoir bientôt. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour la gauche et les forces progressistes. Nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants jusqu'à présent. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'ici et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don pour la cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.